bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous demanderai pour l'instant de garder les caméras ouvertes, sauf pour nos intervenants, pour que vous puissiez bien voir là, comme si on était au téléjournal avec des correspondants étrangers qu'on retrouve à la COP 30. Donc, je m'appelle Jason Fournier de l'Institut DS. Je suis très heureux euh, d'animer cette petite activité en direct de la COP qu'on réalise en partenariat avec le réseau Unicé. Donc, il y a mon collègue Christian ici présent et aussi avec l'École supérieure d'études internationales, école dont Océane, notamment, qui est une des panélistes, et Géraud sont membres. Euh, donc, on se retrouve présentement le 13 novembre, la COP 30 sur les changements climatiques, cette importante convention internationale a débuté ce lundi. Donc, on a la chance à l'Université Laval de coordonner, d'envoyer une délégation sur place et en ligne. Sur place, on a 7 membres de la communauté universitaire présentement. En fait, présentement, ils vont en avoir une partie la première semaine, une partie la deuxième semaine. Donc, il y a notamment M. François Gélineau, qui est notre vice-recteur en personne aux affaires internationales et développement durable. Je vais vous présenter, puis 6 autres membres de la communauté universitaire, 2 professeurs, 4 étudiants. Aujourd'hui, nous avons en direct de Belling trois personnes que je vais vous présenter à l'instant. Certains ont eu de la difficulté ou sont arrivés in extremis sur place, dû notamment à la tempête de neige qu'il y a pu avoir à Montréal. Donc, on est très heureux de les avoir, de savoir qu'ils ont réussi à se rendre malgré les péripéties et un peu de fatigue. Donc, je présente Camille Martini. Il est au doctorat en droit. Donc, bonjour Camille. Océane Donato, qui est à la maîtrise en études internationales. Bonjour Océane. Et Géraud de la SUS Saint-Genièse, qui est professeur à la faculté de droit et qui est aussi spécialiste, en fait, qui est spécialiste en droit climatique international. Donc, merci d'être là, vous trois. Sans plus tarder, on a un petit 25-30 minutes à passer avec vous, là. On sait que c'est une journée occupée. Nous, il est 10h30, nous, au Québec, mais vous, c'est sur l'heure du midi. Donc, vous avez eu le temps, j'espère, d'ingérer un petit sandwich ou une pomme, quelque chose, là, pour avoir pour vous sustenter. Première question que je vais adresser plus directement à Océane, mais je vais demander quand même à Camille et Géraud de répondre. Comment se passe votre expérience à Belling jusqu'à présent? Puis qu'est-ce qui vous a marqué, par exemple, tu sais, à la fois au niveau sur le plan humain ou dans l'ambiance générale? Puis j'invite Océane à répondre en premier parce que, à l'instar de Camille et de Géraud, Océane, c'est ta première expérience à la COP 30. Donc, voilà. Oui, d'abord, je veux vous remercier de nous recevoir ce midi, mais chez vous, c'est avant-midi. D'abord, à Belém, il neige pas. Donc, c'est un peu dépaysant. Il fait un peu chaud, un peu humide. C'est agréable. On prend un peu de soleil tant qu'on y est. Puis, à Belém, je dirais qu'une des choses qui m'a frappée, c'est les arbres. On a des manguiers qui sont très, très hauts. Donc, des fois, ils perdent quelques mangues. Donc, si vous vous rendez à la COP sans vous faire assommer, c'est déjà bien, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, plus sérieusement, sur le site de la COP, c'est immense. C'est vraiment, il y a plein, plein, plein de... on commence avec un pavillon, puis ça s'étire, il y a des meeting rooms, c'est vraiment énorme. Je suis heureuse d'être arrivée la première journée de la première semaine pour me familiariser aussi avec tous les espaces et sections. Euh, J'aimerais faire remarquer ici que, évidemment, presque tout porte le sceau des Nations Unies. Donc, je suis agréablement surprise de me retrouver dans une sorte de familiarité qui peut-être m'est donné des simulations que j'ai pu faire dans le passé, notamment des modèles des Nations Unies, le MNUN. Donc, pour les étudiants qui ont eu la semaine intensive sur les négociations de la COP la semaine passée à l'Université Laval, il y a 2 semaines, je vois très bien comment ça peut se verser dans Hmm. l'expérience. Puis, je terminerai rapidement là, sur une mention de la multiplicité des événements qui se déroulent ici tout en même temps. En tant que rookie de la COP, on m'avait prévenu de me setter un agenda pour arriver sur place puis avoir des objectifs dans ma journée. C'est une affaire de logistique, notamment pour se déplacer. Ça peut prendre 10 à 15 minutes à pied pour se rendre entre les événements. Euh,
Puis, c'est ça, donc, il y a des side events, des meetings, des négociations. Il faut savoir un peu où donner de la tête pour vivre sa présence au maximum. Ouais. Merci beaucoup. Donc, vous avez été bien préparé, notamment par Géraud, ici présent, au fait que parfois ça donne un peu le tournis, arriver dans ce type de convention internationale. Donc, tant mieux si vous avez été déjà préparé par des simulations précédentes. Donc, merci, Céane. Donc, je passerai peut-être la parole à Camille pour voir un peu tes impressions générales là, jusqu'à présent. Je pense que tu es arrivé à la deuxième journée de la COP, quelque chose comme ça. Donc, à toi la parole, Camille. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. C'est parfait, parce que je vous dis ça au moment où la réunion a commencé, hein, une salle juste à côté s'est ouverte avec plein de réseautage en cours et je fais presque envoyé spécial à essayer de vous entendre dans le bois, mais ça fait partie des Ben, aléas du c'est bon, direct. ça fait partie Euh, de l'expérience Exactement. un peu. Non, on t'entend très bien, Camille, ça va bien. Parfait. Ben, c'est ma deuxième COP et contrairement à celle à la COP 28 où j'ai participé il y a 2 ans, elle s'est ouverte un peu avec un faux rythme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grande annonce, de grands objectifs sur les négociations. L'agenda a été adopté le premier jour, ce qui est déjà une victoire en soi, mais au prix de retrait de 4 sujets un peu contentieux que certaines parties ne voulaient pas voir à l'agenda des négociations. Et puis certaines parties ont déjà annoncé qu'il y avait vraiment une bataille sur l'agenda, et donc ça a été bougé en dehors de l'agenda, et puis c'est ce que je suivais ce matin. Et la présidence de la COP a parlé de session de thérapie collective, et puis ça a été un peu le filigrane de toute la session. C'était vraiment la thérapie, c'était on parlait de relations toxiques entre les autres parties et la présidence. C'est assez Hmm. drôle parce que en fait, c'est pour moi un des points, enfin, c'était ce que j'étais venu voir à la COP, ces enjeux-là, en fait, notamment euh, comment le bilan mondial d'il y a 2 ans se traduit dans les contributions que les États doivent adopter et puis leurs objectifs de plus en plus ambitieux en matière d'adaptation. Ça, c'est un des enjeux que je voulais suivre. Et ça a été subrepticement adressé un peu à côté de l'agenda. Aussi, les rapports biennaux, donc les États ont publié l'état d'avancement de leurs engagements dans des rapports, en tout cas pour la grande majorité d'entre eux qui ont été publiés jusqu'à la fin de l'année dernière. Et puis, ça aussi, le bilan de ces rapports individuels est sorti aussi de la agenda. Par exemple, parce que les États voulaient pas, certains États ne voulaient pas un peu trop de regard sur leur rapport et qu'il y ait une discussion de fond sur le texte, parce qu'en fait, c'est pas prévu par l'accord de Paris qu'il y ait un regard sur l'avancée des États dans les rapports. Et donc, en fait, ça, c'est des négociations, mais qui ne s'appellent pas négociations, parce que certains États refusent que ce soit un item de négociation. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Et en fait, ce qui pourrait devenir un peu une décision, qui serait la décision importante de la COP, est complètement sortie du reste de l'agenda, qui se poursuit avec, en ce qui me concerne, pas beaucoup de visibilité vraiment sur là où on va. Peut-être mentionner, pour terminer le panorama des négociations que j'ai suivies jusqu'à ce jour, qu'il y a quand même des résultats à noter intéressants, notamment sur l'adaptation. On s'achemine vers l'adoption d'indicateurs pour mesurer l'adaptation. Et donc ça, il y a eu des experts qui ont planché sur 100 indicateurs et puis les parties sont en train de les regarder. Et puis aussi, vous mentionnez qu'en matière de transition juste, et ça, Ali vous en parlera en deuxième semaine, euh, c'est un sujet suivi. On s'achemine vers peut-être l'adoption d'un mécanisme institutionnel, mais c'est encore débattu. Donc, des points qui avancent, mais on a l'impression que ça manque un peu de fil directeur ou de vision de la présidence. En tout cas, c'est ce que j'ai observé jusqu'à présent, mais la COP est encore jeune, alors l'espoir est là, et puis on va voir comment ça se déroule. Puis là, aussi séparer négociation et puis contexte de négociation, mais peut-être je vais repasser la parole à Véro et Océane, et puis on pourra en reparler un petit peu tout à l'heure. Merci. Parfait, merci beaucoup, Camille. Puis peut-être rapidement, juste pour bien saisir, on parlait de sujets contentieux qui ont été retirés de l'agenda. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ces sujets-là qui... Ah, ben, il y a 4 items. En fait, le premier, c'est la finance de l'atténuation et de l'adaptation version l'article 9, paragraphe 1. Le deuxième, c'est l'élaboration, le suivi des CDN des États au regard du bilan mondial réalisé en 2023. Le troisième sujet, sauf erreur, c'est en fait que faire des rapports biennaux de transparence qui ont été publiés. Et le quatrième, on en a discuté, et puis j'ai oublié que c'était les mesures commerciales unilatérales. Véro, vous allez me préciser, mais ça. Donc, c'est les 4 points. Et donc là, vraiment, ce matin, il y avait une conversation sur, c'est pas l'agenda, on n'est pas,
il n'y a pas de consensus pour que ce soit un item de négociation, mais il faut en parler parce que le compromis trouvé pour approuver l'agenda, c'était qu'on continue les conversations. Donc, à suivre, mais évidemment, c'est un sujet parmi tous les autres sujets des Ouais. COP, l'adaptation, le financement, l'atténuation du changement climatique, le transfert de capacités de technologie. Il y a énormément de sujets qu'on suit comme on arrive parce que tout se passe en même temps, mais c'est classique. Mais en tout cas, voilà un aperçu des négociations que j'ai suivies pendant ces 2 derniers jours. Ouais, je m'arrête là pour le Merci, moment, mais merci beaucoup, Camille. Ben, je passerai la parole à Géraud. Puis Géraud, je pense que je me rappelle plus je pense que tu as participé à 7 COP jusqu'à maintenant, en tout cas plusieurs. Peut-être voir un peu jusqu'à maintenant comment se démarque celle-ci, puis quelles sont tes impressions. Ouais, d'abord, merci beaucoup d'organiser cet événement. Merci aussi à Océane et Camille là, je pense, ont bien décrit à la fois la forme, l'organisation logistique, puis le fond, les principaux enjeux qu'on voit émerger. Je crois que la première chose à dire, c'est que finalement, moi, ça faisait quand même 5 ans que je n'avais pas participé à une COP. Ma dernière COP, c'était celle qui avait lieu à Madrid juste avant la pandémie. Euh, D'une certaine manière, le décor change, mais pas tellement. Le pays hôte change à chaque fois, mais les installations, le fait que ce soit des grandes installations, le fait qu'il y ait beaucoup de monde, le fait que quand on arrive, c'est difficile de savoir où aller, ça, c'est des éléments qui sont caractéristiques même de ces événements-là. Donc, il y a un facteur de continuité, en fait, et avec le fait que ça change à chaque année, on peut penser que ça va nécessairement être différent, mais en fait, c'est assez similaire sur le plan de la logistique. Je constate quand même que il y a, on n'a pas un sentiment d'être submergé par le monde. Il y a beaucoup de monde, mais est-ce que c'est parce que c'était une COP qui était dans un endroit qui est compliqué à atteindre? Est-ce que parce que les logements coûtaient cher? Est-ce que la logistique était compliquée? Je ne sais pas. Il faudra qu'on attende de voir combien avait de participants à la fin des 2 semaines. Et j'ai quand même le sentiment qu'on est en dessous de ce à quoi on a été habitué par le passé. Et je pense que mon intuition se confirme, je pense qu'avec une critique qui va refaire surface par la suite en disant que le processus n'est pas démocratique et que les délégations Hmm. ont été empêchées de venir et qu'il y a un problème de légitimité du processus. Je pense que c'est quelque chose qu'on va entendre. J'ai parlé avec des collègues délégués. Il y a des États africains, par exemple, qui, sans le soutien de certaines organisations internationales du financement externe, n'auraient pas pu envoyer des délégués. Donc ça, c'est un élément qui est quand même assez Hmm. problématique sur le plan sur le plan de la logistique. Sur le fond, euh, là où cette COP peut-être est un peu différente de celle que j'avais vécue par le passé, c'est que depuis quelques années, on ne sent pas très bien quelle est la finalité ultime de ce processus. Et par le passé, c'était peut-être plus clair, c'était plus facile de construire une trame narrative autour des COP parce qu'on savait que bon, pendant longtemps, il a fallu négocier l'accord de Paris. Ensuite, on a négocié l'accord de Paris, il fallait négocier les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris. Et là, depuis l'année dernière, sur tous les blocs qui constituent l'accord de Paris, on a toutes les règles de mise en œuvre. Et on sent un peu de flottement. Il y a pas un fil conducteur qui porte ce processus-là. C'est des négociations qui sont très techniques, qui sont un peu fragmentées. Et on voit mal un peu la trame de fond dans laquelle tout ce processus s'insère. Et alors, on dit que c'est la COP de la mise en œuvre, mais bon, la mise en œuvre, c'est une affaire de droit national, hein, c'est des politiques nationales, ça intéresse moins le processus multilatéral. Et donc, on sent qu'il y a un certain souffle que les États cherchent dans ce processus-là. En même temps, je fais confiance aux États pour politiser les choses et les rendre contentieuses. Nécessairement, il y aura une petite période de tension en disant, on connaît un peu les lignes de fracture. Mais je crois quand même que c'est un processus qui est en mutation, qui est en transformation. Et ça, c'est intéressant de le regarder. Je m'arrêterai ici, mais juste pour une anecdote, il y a un point qui a été mis à l'ordre du jour et c'est un peu une nouveauté, c'est la négociation sur la négociation. C'est-à-dire qu'on négocie maintenant sur comment doit se dérouler la négociation. Est-ce qu'on devrait mettre un plafond sur le nombre de délégués qui participent aux négociations? Est-ce qu'on devrait mettre une clause Hmm. pour dire quand un point à l'ordre du jour ne s'est pas traduit par une solution concrète, est-ce que c'est un point qui devrait être retiré de l'ordre du jour? Et c'est intéressant de voir ça parce que moi, que les États ont cette préoccupation de dire le processus tel qu'il est là est peut-être devenu un peu ingérable et il faut qu'on trouve des moyens de rendre ça plus digeste, que ce soit quelque chose avec lequel on puisse travailler de façon un peu plus sereine. Donc,
Je crois que c'est peut-être, on verra par la suite ce que ça en est, mais c'est peut-être un moment de transition, peut-être un moment de pivot de ce processus. Donc, c'est un phénomène que vous assistez pour la première fois cette année, à cette négociation sur les négociations, ou qui prend de l'ampleur. Merci, Géraud. Donc, je pense que ce serait peut-être un moment pour donner un peu un aperçu des gens qui sont avec nous, de comment ça se passe sur place. Camille, je pense, avec l'aide d'Océane, a préparé quelques photos. Je ne sais pas si ça pourrait être un bon moment, Camille, pour Oui, et absolument. Océane pour Mettre des décrire. Puis on visuels un reviendra petit avec des peu. questions peut-être un peu plus ciblées là, pour ce qui est à attendre de la- de- des négociations en tant que telles. Euh, donc voilà, donc vous avez préparé un petit montage photo. Ouais, j'espère que ça se verra bien. Alors, ben, pour commenter un petit peu, donc vous avez une partie de la délégation, la partie arrivée en premier à Belém au milieu, et puis Jérôme nous a rejoint le lendemain. Et ensuite, voilà, donc vous avez aperçu en haut à gauche d'une salle de négociation classique, donc il y en a 22, plus des plénières qui sont des salles qu'on voit ben, en haut à droite où où les parties se réunissent en plus gros format avec tous les observateurs. Quelques espaces extérieurs, mais on apprécie la lumière du jour. On en a ici, on entrevoit derrière Océane, mais on passe plutôt la majorité du temps comme zéro, c'est-à-dire de la lumière artificielle en ce moment, je veux dire. Et puis Avec ensuite, beaucoup d'air dans le toupette, en tout oui, cas. exactement. Ben, l'air est un vrai enjeu. On en rigole, mais vous voyez sur la ligne du milieu et puis en bas, on est sous une grande tente Mhm. qui est maintenue, ben, évidemment, qui est tenue par le dessus, mais qui est aussi maintenue avec beaucoup d'air qui est soufflé. Et puis ça crée un bruit de fond permanent qu'on oublie, mais qui est là, qui crée quand même une certaine fatigue. L'après-midi, il se met à pleuvoir. C'est l'Amazonie, hein. Il pleut à torrent à peu près vers 14 et 16 heures, heure locale. Et puis ça s'ajoute au bruit ambiant de l'aération. Et il y a des délégués qui ont dit, mais en fait, arrêtez, enfin, reprenons demain à 10 heures, parce qu'on ne s'entend pas, en fait. Ça ne sert à rien de continuer Mm. à essayer de discuter. Ou alors on est tous avec nos micros et essayer de comprendre ce qui se dit dans les micros. Je caricature un tout petit peu, mais il y a vraiment eu des enjeux d'audio. Et puis je pense pour nos collègues qui suivent en ligne, ça ne doit pas être facile aussi. Donc si vous entendez un brouhaha en après-midi, sachez que il pleut. Euh, Quelques pavillons, donc ça c'est un grand classique des COP, les pavillons qui sont un peu disséminés. Alors contrairement à Dubaï où c'était beaucoup en extérieur, là c'est vraiment une grande salle d'exposition où il y a plusieurs pavillons. Vous voyez celui de l'éducation supérieure, l'enseignement supérieur, pardon, Australie en bas. Alors, Australie, je l'ai mis parce qu'on voit cet attroupement. C'est pas une passion soudaine pour nos amis australiens, c'est parce qu'ils servent du café gratuit. Parce que l'accès au service de restauration est quand même assez compliqué. Vous voyez en bas à droite, c'est la file pour la cafétéria, et puis on voit même pas l'entrée de la cafétéria qui est tout au bout du bout. Ah ouais. Donc, en fait, on perd du temps à attendre. Nous, on est malin, on est expérimenté, on fait nos lunchs le matin. Le soir même, la veille, pour les encore plus malins, c'est pas mon cas, mais moi, je cours le matin pour essayer de préparer mon dîner. Mais euh, je pense que les délégués qui n'ont pas accès à une cuisine, par exemple, qui sont logés de manière un peu plus compliquée, perdent beaucoup de temps. Et puis, le temps au COP, Mm. c'est important parce que les événements Ouais. se passent en permanence. Donc ça, il y a cet aspect-là qui est intéressant. Puis si on regarde le pavillon de la Chine, on trouvera sûrement Océane, parce que est-ce que c'est ton pavillon Oui. préféré à date? Je sais pas, c'est en lien de tes sujets de recherche peut-être, mais je sais que tu es allé voir quelques événements là-bas, mais peut-être tu peux te laisser la parole si tu veux t'exprimer. Ah, Ouais, et effectivement, dernier parce que point, pardon, oui. on voit tout en bas l'image du milieu, je l'ai prise parce que vous voyez cancel no internet sur l'écran. Beaucoup d'événements les 2 premiers jours ont dû être annulés parce que cet pavillon n'avait pas accès à Internet. On le voit pas, mais il y avait encore des travaux, des pavillons qui étaient montés les 2 premiers jours. Donc on sent quand même que ça a été fait dans des conditions logistiques qui n'étaient pas optimales. Mais là, je pense qu'à 3, 4 jours, on est en vitesse de croisière. Et puis, nos camarades qui vont arriver cette fin de semaine pour la deuxième semaine auront une COP bien lancée. Ça va être Donc plus voilà. Donc, rodé. excuse-moi, pardon, j'ai pris la parole plus longtemps, mais Sam, si tu veux compléter, et Véro, bien sûr. Oui, c'est parfait. Puis dans le fond, Océane, je voulais juste faire un petit lien vers toi parce que Camille et Océane, vous êtes deux des étudiants et étudiantes
qui avez soumis votre candidature pour obtenir une accréditation pour faire partie de la délégation officielle de l'Université Laval. Puis, à moins que je me trompe, Océane, tout ton sujet de recherche touche un peu au rôle de la Chine. Donc, puis là, je vois qu'il y a une photo du pavillon de la Chine. Donc, peut-être que tu peux nous en dire un peu. Puis, si tu veux aussi d'autres impressions avec les photos, là. Oui, certainement. Oui, donc mes recherches touchent le droit de la mer, la navigation en mer de Chine méridionale. Donc, on s'entend, c'est un peu éloigné du sujet climatique, mais ils partagent les mêmes acteurs, puis des fois, les dynamiques de négociation partagent aussi certaines caractéristiques. Donc, là, Camille a vendu le fait que, oui, effectivement, j'ai passé beaucoup de temps au pavillon chinois. Notamment, il y avait des activités sur tout ce qui était de la question maritime. C'est sûr que je suis allée écouter ça. Puis, c'est vraiment bien fait. Notamment, ils savent que tu sais pas tous les répondants de la COP qui parlent mandarin. Donc, on a aussi accès à la traduction en temps réel une fois rendu au pavillon de la Chine. Donc, ça nous permet d'avoir un petit glimpse d'une réalité qui est parfois lointaine, hein. Donc, quand on n'a pas la chance de faire des recherches en Chine ou de connecter plus d'une manière qui soit pas virtuelle, c'est quand même assez agréable. Puis, plus largement, pour moi, la COP, ça représente, c'est ça, une opportunité d'observer le jeu des acteurs de négociation, d'apprendre de qu'est-ce que je vois, des dynamiques qui sont parfois invisibles en salle de classe. Par exemple, sur la photo, dans le coin droit, on voit le podium d'une des salles de plénière. Sur ce podium-là, des fois, on va voir les chairs qui viennent comme présider ou euh, en fait des chefs d'orchestre des négociations qui sont assis devant, donc, au long bureau. Puis, ce sont comme des modérateurs, des instigateurs, en quelque sorte, de l'esprit, du tempo, de la direction. Puis, c'est intéressant de voir comment, mettons, eux, ils s'impliquent dans les négociations. Puis souvent, quand on pense aux négociations, on pense aux delegates. En fait, tout le monde dans la salle a quand même son rôle à jouer. Puis, en tout cas, c'est une des choses qui m'avait frappée. C'est rare qu'on parle d'eux en cours. Voilà. Puis ces modérateurs-là sont représentants pas nécessairement de pays en particulier, mais doivent avoir un rôle de neutralité, Exactement. d'animation du Donc, débat. voilà, ils ont le rôle d'être neutres, d'accueillir toutes les positions comme étant égales, puis aussi d'aller peut-être racoler les intérêts, les idées, les delegates ensemble pour essayer d'atteindre des objectifs puis de passer à travers l'agenda. Merci beaucoup. Faut Euh, savoir aussi, pardon, juste pour rajouter à ce que oui, Sonny vient de dire, que c'est souvent une même communauté qui se retrouve à Bonn en juin, au COP à l'automne, et puis qui se connaissent depuis longtemps. Géraud, tu disais que depuis la COP 21, il y avait des visages connus, et puis même d'avant ça. Et souvent, ils élisent parmi eux deux personnes, en général, un représentant du Nord, un représentant du Sud, qui vont à l'estrade animer les travaux. Puis je ne sais pas si le mandat court sur une année complète, mais en tout cas, il y a une rotation à la fois géographique et puis entre les personnes, mais tout le monde se connaît bien, tout le monde travaille. On connaît les positions des États, mais tout se fait de manière extrêmement cordiale, avec un langage diplomatique tout à fait comme on l'apprend, comme on le pratique dans les simulations. C'est vrai que l'île d'Océane, on le voit des yeux, de nos yeux, et puis c'est vraiment impressionnant de voir le droit international se dérouler devant nos yeux comme ça. Je ferme la parenthèse. hmm. Géraud, est-ce que tu voulais t'avais-tu quelque chose à ajouter par rapport à peut-être ce que Camille a dit, Océane? Sinon, j'aurais des questions, bien sûr. Non, non, très, très brièvement, je veux juste rebondir sur ce que Camille vient de dire. C'est un processus qui est, comment dire, l'entente globalement est bonne jusqu'au moment où il y a des crispations, mais je crois qu'au stade où on en est dans la COP, parfois les États disent quelque chose, on ne comprend pas très bien pourquoi ils le disent, ils veulent aller quelque part. Et les négociateurs se dévoilent pas, sont pas transparents. Alors, faut pas surinterpréter toutes les déclarations qu'ils font. Ils essayent d'aller à un endroit. Pour aller à cet endroit-là, ils pensent que c'est pertinent dans tel item de négociation, d'avoir telle position, etc., etc., etc. Dans des stratégies. Et la première semaine de la COP, elle est faite pour que cette stratégie-là soit mise en œuvre, elle soit construite. Donc, dans la deuxième semaine, peut-être les choses se corsent un peu plus, où on a
un processus qui devient un peu plus politique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant de voir justement ces déclarations des États, de les suivre et essayer de faire une sorte de chercher-trou ou de comprendre quelle peut être la logique qui est en train d'essayer de suivre les différents États dans la négociation. Donc ça, c'est intéressant. Mais pour faire ça, et là, je vais jeter des fleurs à Camille et Océane. Il faut arriver préparé ici. Et je dois dire ils sont très bien préparés. Et je pense que ça c'est essentiel quand on vient ici. Il faut avoir fait un travail en amont parce que sinon on peut pas tirer un bénéfice maximum de cela. Donc voilà, c'était mon commentaire pour féliciter Camille et Océane de leur participation, de leur engagement dans le processus. C'est vraiment plaisant de voir ça. Je suis certain que ça leur sera très profitable pour la suite de leurs activités respectives. Merci C'est beaucoup, vraiment, Géraud. Et ouais, c'est ça, je le mentionnais tout à l'heure, mais tu as participé notamment à la préparation des délégués en leur mentionnant qu'ils devaient tu sais, lire, voir les différentes possibilités, faire des choix, parce que si on arrive là un peu en disant ah, je vais papillonner, ben là, on n'arrive pas à trop de résultats. J'aurais 1000 questions, puis je suis sûr que Christian aussi en aurait, mais pour moi, il y a aussi, j'aimerais vous entendre parce que tu sais, tout le volet de nos gouvernements, je dirais, d'Amérique du Nord, tu sais, on entend de plus en plus, en tout cas, du moins dans l'actualité présentement, des remises en question de l'urgence, de la pertinence d'agir collectivement face au changement climatique. On sait que les grands dirigeants de l'Amérique du Nord, Trump, mais aussi on a eu la confirmation que Carney ne serait pas présent, ni Drainville, notre premier ministre de l'Environnement au Québec. Est-ce que ça se ressent de vos... parce que je pense que vous êtes probablement en lien pour rencontrer des membres des délégations. Est-ce que ça se ressent un peu dans l'ambiance des délégations gouvernementales? Puis comment ça se joue? Comment ça peut influencer aussi les négociations? je peux commencer brièvement avec mon ressenti. Moi, je trouve qu'il y a une certaine dissonance cognitive un petit peu entre l'avis récent de la Cour internationale de justice et le momentum que ça a créé. J'ai aussi les déclarations de la présidence brésilienne sur la COP des premiers peuples de l'Amazonie, etc. Et puis la réalité des négociations qui, en fait, ressemblent aux négociations précédentes et ressembleront aux négociations suivantes, sauf si les négociations sur les négociations aboutissent à un changement de paradigme. Mais Hmm. moi, j'ai pas vu les États, en général, les délégués, quand ils négocient, évitent soigneusement de parler de l'avis de la Cour de justice, notamment le fait qu'elle réaffirme que 1,5 doit être l'horizon prioritaire comme objectif et non pas 2 degrés comme cible scientifique acceptée. Ça, il n'y a pas vraiment d'emphase sur l'avis de la Cour. C'est comme s'il y avait deux mondes un peu séparés. Euh, la communauté académique en partie, et puis les juges à la Haye qui ont eu une lecture du système climatique, et puis les négociateurs qui sont la tête dans le guidon toute l'année là-dessus, puis qui continuent avec leur mandat sur la base de l'accord de Paris, avec une lecture qui n'est pas toujours la même. Et donc, c'est sûr que tu es arrivé avec un peu d'espoir qu'il y ait un changement une prise en compte de l'urgence, une réaffirmation de standards élevés de conduite. Et puis, en fait, pour moi, le contenu reste cohérent avec ce que les négociations climat sont depuis plusieurs années. Hmm. Euh, et puis, un point de vigilance que je dirais, et puis qu'on passera le relais à nos collègues en deuxième semaine, c'est j'entends beaucoup d'échos que il y a peut-être pas assez de représentation des peuples autochtones et des Premières Mhm. Nations dans les échanges, mais en fait, ça reflète la manière dont le processus fonctionne, c'est-à-dire que c'est géré par les partis, pour les partis, et donc les observateurs dont font partie les organisations du premier peuple, et puis ainsi que les académiques, les jeunes et d'autres groupes, ben, en fait, sont là pour observer et pas euh, Ouais. discuter Prendre comme part des en tant pairs que tel avec aux les États. Et négociations. donc, Hmm. il faut un peu voilà, être conscient de ces limites du processus et ça ne crée Ouais. pas des frustrations qui sont en fait inhérentes au processus. Donc voilà quelques idées que je vous partage et puis évidemment, je suis curieux d'entendre Océane et Zéro là-dessus. Merci, Camille. Ben, si je peux rebondir sur ce que Camille a dit, notamment sur la présence des jeunes et des individus qui représentent les peuples autochtones. Tu sais, cette semaine, moi, j'ai deux casquettes. J'ai la casquette de candidate à la maîtrise à l'ESCI, mais également de rédactrice en chef à la Revue québécoise de droit international. Puis j'ai eu la chance d'avoir des interviews avec quelques intervenants, dont une
une militante puis une avocate de la Graham Institute Research, Joy Reyes. Puis c'est ça qu'elle soulevait. Elle soulevait, c'est une COP 2 pour l'Amazonie. On a des attentes d'inclusion qui sont élevées, mais mis à part être présent sur le site, il faut quand même qu'ils réussissent à s'impliquer puis à être aussi pris en considération. Donc, en tout cas, dans nos échanges, on a aussi eu la chance de parler des impacts différenciés des changements climatiques sur les populations vulnérables, les marginalisées, les femmes et les populations autochtones. Euh, il y a des attentes, puis en fait, la COP, c'est une conférence des parties. Donc, ces populations-là font partie, je suis désolée pour le son, ces C'est populations-là correct. font partie d'États. Donc, il faut qu'il y ait une volonté de les inclure aussi dans les négociations. Mhm. Géraud, est-ce que tu voulais réagir? Mais sur le volet représentation des chefs d'État, c'est sûr qu'on le sent moins. C'est normal à ce stade-ci parce que, comme je disais tout à l'heure, la première semaine, c'est des Oui. négociations techniques. Encore que j'ai croisé Stephen Guilbeault tout à l'heure, le ministre Guilbeault qui est là. Mais ça revient à mon point précédent, c'est la nécessité d'avoir le stade le plus élevé dans l'échelon décisionnel d'un État, l'appareil décisionnel d'un État, il est corrélé à la nature du processus et où est-ce qu'on en est dans le processus. Quand on a Mhm. négocié l'accord de Paris, c'était normal à la fin que les chefs de gouvernement et les ministres soient présents. Mais on n'est pas en train de négocier quelque chose de cette ampleur-là. Et Ouais. donc, ça justifie pas nécessairement la présence euh, de tous les ministres ou de tous les chefs d'État. Et de Ouais. ce point de vue-là, je crois qu'il y a un lien entre mais il reste quand même que le grand enjeu, au-delà des discussions techniques, mais le grand enjeu de cette conférence, c'est quel message qui sera envoyé par cette conférence à son issue. Un message politique. Est-ce que c'est un truc qui est encore prioritaire ou pas? Et ça, c'est vrai que si on a moins de représentation politique de haut niveau, on est moins susceptible d'avoir un message politique fort qui est envoyé par cette COP-là. Et je pense, un peu par là qu'on a commencé, je pense que dans le contexte actuel, avec toutes les difficultés qu'on connaît, il y a une crispation du multilatéralisme qui est généralisée, il y a des guerres commerciales, enfin, des tensions géopolitiques. Euh, on a besoin d'avoir un signal fort. On a besoin d'avoir un signal fort Mhm. et je ne suis pas certain à ce stade-ci qu'il y ait une volonté très forte des États de réaffirmer l'importance de ce processus, comme on l'a vu à d'autres occasions. Je n'ai pas l'impression qu'on adoptera une décision majeure avec la sortie. Enfin, là, je ne sais pas, Océane et Camille, moi, j'ai rien vu, j'ai pas vu de manifestation de la société civile sur la sortie des énergies fossiles, il y a des COP précédentes où il y avait beaucoup plus de manifestations et Mhm. les revendications étaient beaucoup plus fortes. On ne sent pas cette espèce d'élan ici, là. Ah ouais. Donc à voir comment ça va se finir. Mais peut-être qu'il est encore trop tôt pour que ça se Peut-être. manifeste et la deuxième semaine sera un peu différente. Mais c'est vrai que l'issue de ce processus-là, elle va être déterminante sur le message politique qui sera envoyé. Merci. Donc, c'est un peu surprenant ce que j'entends quand même comparé. Tu sais, on vient de connaître deux COP en Azerbaïdjan et à Dubaï, alors que le droit de manifestation était, je dirais, beaucoup plus réglementé, voire tu sais, en dehors de l'enceinte de la conférence de l'ONU, c'était très réprimé même. Donc, on sent peut-être moins l'aspect mouvement social, revendication dans cette COP-là. Je ne sais pas si c'est partagé par Camille et Océane. Euh, Je sais dans pas, tous les... Oui. vous avez peut-être lu dans la presse qu'il y avait eu des manifestations avant-hier, je crois, en fin de journée, il y a des personnes qui n'étaient pas accréditées à la COP, mais qui protestaient notamment pour protéger l'Amazonie et qui prenaient des mesures plus ambitieuses pour les forêts, qui ont réussi à rentrer dans le site, Mhm. simplement pour manifester. Et puis je crois que ça a été, ces personnes ont été évacuées par les forces de police en nombre, et puis ça a sensiblement augmenté le processus de sécurité autour de l'événement. Mais euh, sinon, c'est sûr qu'il n'y a pas, je ne sens pas une contestation particulière de la société civile autour de l'événement. Il y a toujours des manifestations dans la COP qui sont permises pour protester, se faire entendre. Il y a des espaces qui sont dédiés. Quoique j'ai lu que ça manquait un peu d'espace pour protester dans l'enceinte, mais euh, pour moi, ça reste assez cohérent avec euh, les COP précédentes.
Mais en tout cas, Mhm. moi, enfin, je n'ai pas encore trop lu la presse sur l'événement d'avant-hier, mais il y a pas une vague de contestation contre la COP, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu on attend de voir. Voilà, c'est ce que dit Zoro. On laisse sa Ouais. chance à la présidence brésilienne, C'est... Oui. mais à voir ce qui se passe jusqu'en deuxième semaine. On est vraiment tôt au final ben, on est quand même au milieu de la première semaine, puis on comprend que c'est surtout lors de la deuxième semaine que c'est le jeu des négociations finales se précise, donc où c'est plus peut-être plus crunchy, comme on pourrait dire en bon français. Donc, écoutez, on a déjà dépassé quelques minutes, mais dans le fond, on va se retrouver la semaine prochaine avec deux autres délégués, Ali et Emna. Donc, je sais qu'Ali s'intéresse beaucoup à la question des mouvements sociaux, mais aussi de l'aspect de diversité. Puis, je pense qu'elle a été témoin un peu de manifestations au niveau des représentants des peuples autochtones. Donc, on aura l'occasion d'en reparler de façon plus précise la semaine prochaine. Euh, donc, écoutez, je ne sais pas si vous avez quelques mots, là, si vous voulez, rapidement sur qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite ou qu'est-ce que vous espérez peut-être qui évolue positivement au courant des prochains jours. Ouais, je vais juste mentionner qu'on aura l'occasion de faire un débriefing Oui, complet, une reddition de compte en janvier, sauf erreur. Alors, j'ai oui, laissé oui, le oui, tout à fait. suspense, ça nous permet de voir venir, mais en tout Ouais, cas, on va continuer à suivre les négociations jusqu'à la fin de la semaine 1. Souvent, il y a une petite accélération en fin de semaine 1 pour finaliser certains textes, donc on va voir où ça nous amène, mais je pense que nos collègues en deuxième semaine ouais, pourront nous dire où on en est en termes de résultats concrets qu'on attend, mais de manière mesurée, on va dire. Voilà. exact. Merci. Donc, puis on aura l'occasion en janvier, effectivement, on fait toujours le table ronde retour sur la COP avec du recul aussi, là, parce que là, vous êtes, vous êtes en plein dans la première semaine. Donc, ben, écoutez, on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, Puis, ben voilà, on vous souhaite une belle journée, puis on se reparle. On continue à vous suivre, en fait, sur les réseaux sociaux, là, pour les gens qui ne savent pas. Ben, Camille et Océane sont très impliqués. Puis, le podcast Océane, voudrais-tu peut-être en dire un petit mot? Certainement. Donc, on produit un balado, la Revue québécoise de droit international produit un balado, puis nous aurons un épisode sur la COP, donc avec plusieurs intervenants, plusieurs points de vue, plusieurs casquettes. C'est intéressant si on n'est pas nécessairement s- très formé dans le sujet parce qu'on reprend un peu tout du début. Ouais. Puis, on vous invite à vous ease your way in à travers le balado là, qui sera publié sûrement la semaine prochaine. Puis, pour vous trouver, par exemple, mots-clés sur. Pour nous retrouver, la Société québécoise de droit international sur LinkedIn. OK, Sinon, c'est la RQDI sur Spotify. excellent. Parfait. Donc, je sais, Camille et Géraud, vous aurez un événement. On va vous laisser aller. Vous avez un événement cet après-midi au Pavillon du Canada là, sur le rôle des universités. Donc, on va vous laisser tranquillement y aller. Je ne sais pas si Géraud, tu avais quelque chose à dire. Non, non, je voulais juste dire que c'était vraiment très enrichissant d'être ici. Remercier l'Institut EDS, l'université pour tous les volets logistiques et l'organisation de ça. C'est vraiment une belle initiative. Mais là, je commence à me répéter, mais je suis convaincu que ça a une plus-value, euh, pas Mhm. seulement pour les travaux de recherche, les activités académiques, mais c'est d'abord et avant tout une expérience sociologique, c'est une expérience anthropologique, et je crois que c'est Ouais. vraiment le cœur de la mission de l'université, de permettre à la communauté d'avoir accès à ça et de comprendre la complexité de ce processus et de pouvoir le voir. Alors, c'est vraiment une très bonne chose que l'université soit en mesure de faire ça. Donc, merci beaucoup. Merci, Géraud. Puis c'est un honneur, bien sûr, humblement d'y contribuer. Donc, puis écoutez, c'est un super beau mot de la fin. Donc, je vais vous dire bonne fin de journée. Puis merci encore d'avoir été avec nous. Puis merci à tout le monde d'avoir assisté à cette belle rencontre.